Bonjour, on a beaucoup parlé d'Ukraine cette semaine. 3 ans jour pour jour après le début de l'invasion russe à grande échelle, les initiatives se multiplient. D'abord Emmanuel Macron, puis Keir Starmer ont pris le chemin de la Maison-Blanche pour tenter d'infléchir Donald Trump. Oui, mais voilà, le président américain, obnubilé par les dollars déjà dépensés, veut obtenir remboursement pour l'aide passée sans s'engager sur le futur. Un marché s'est conclu autour des minerais ukrainiens que tout le monde convoite, en feignant d'oublier que Vladimir Poutine, lui pour l'heure, récuse toute concession sur les territoires conquis par la Russie. Comment tout cela va-t-il finir? Vous nous donnerez votre avis tout au long de cette émission. Tatiana Kastueva-Jean, spécialiste des politiques intérieures et étrangères russes, vous qui dirigez le Centre Russie, nouveaux États indépendants de l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. En attendant, le président ukrainien appelle de son côté à une paix réelle et durable dès cette année. Écoutez. Chers amis, cette année devait être celle du début d'une paix réelle et durable. Poutine ne nous offrira pas cette paix. Il ne l'échangera pas contre quoi que ce soit. Nous devons parvenir à la paix par la force, la sagesse et l'unité, grâce à notre coopération avec vous. L'annexion des territoires déjà occupés est non négociable, répond le Kremlin, comme pour confirmer que rien ne sera rendu à l'Ukraine. Voilà précisément ce que craignent un certain nombre d'Ukrainiens eux-mêmes, ceux qui habitaient ou habitent encore dans ces territoires occupés par la Russie. Reportage pour France 2 d'Anaïs Anquet. Des souvenirs impossibles à effacer, surtout pour les habitants d'Irpin, qui ont vécu plusieurs semaines sous occupation russe avant d'être libérés. Bonjour. C'est le cas de Larissa. La retraitée nous confie être épuisée par la guerre, mais pour elle, pas question que son pays abandonne une partie de son territoire en échange de la paix. On pense beaucoup aux gens qui vivent toujours sous occupation russe. Je veux que toute l'Ukraine soit libérée, car j'ai vu de mes propres yeux comment les gens ont été tués. Je me souviens quand je passais devant les Russes qui pointaient leurs fusils. Je devais marcher les mains en l'air. Il y a quelques jours, les États-Unis ont amorcé un rapprochement avec Moscou. Depuis, une majorité de la population s'inquiète, surtout les Ukrainiens qui vivent dans les territoires occupés par la Russie, dans le sud et l'est du pays. Justement, nous avons réussi à entrer en contact avec une femme qui vit près de Mariupol. Vous ne verrez pas son visage. Si les Russes découvrent qu'elle nous a appelés, la retraitée pourrait être emprisonnée. Bonjour. C'est interdit. Nos téléphones sont surveillés. Cela fait 3 ans que son village a été envahi par les troupes russes. Depuis, elle nous confie vivre dans la peur. Alors aujourd'hui, Marina implore son président Volodymyr Zelensky de résister face à la pression américaine en refusant de céder à la Russie les territoires occupés. Il ne doit pas accepter cela. Il ne doit jamais signer un tel accord. On ne peut pas être abandonné ici. Sa priorité, ça doit être la libération des territoires occupés. Tatiana Kastueva-Jean, il va falloir aux Ukrainiens sacrifier ces territoires s'ils veulent conclure un accord de paix aujourd'hui. Évidemment, les Ukrainiens ne souhaitent pas sacrifier. Et encore au mois de septembre de l'année dernière, dans le plan de la paix de Volodymyr Zelensky, il y avait comme objectif la récupération de tous les territoires. Mais de fait, aujourd'hui, militairement, ce n'est pas possible pour les Ukrainiens, a fortiori s'il n'y a plus de soutien américain derrière. Donc on peut se retrouver dans une situation, comme c'était le cas avec l'annexion des pays baltes à l'époque de la guerre froide, quand de fait les territoires sont contrôlés par la puissance qui militairement est plus forte, mais juridiquement il n'y a pas de reconnaissance, par exemple il n'y a pas de reconnaissance de la communauté internationale de cette annexion-là. Parce qu'en effet, valider ce qui a été conquis par la force, cet état de fait imposé, c'est quand même un très grand risque pour le droit international et qui peut aussi créer des émules. La population ukrainienne, elle y est prête à renoncer à ses prétentions sur ces territoires, ne serait-ce que pour retrouver un semblant de vie normale, on l'imagine, après 3 ans de guerre particulièrement éprouvante? Dans les derniers sondages ukrainiens, en effet, la part de ceux qui étaient prêts pour la concession des territoires au profit de la paix a été plus grande qu'au début de la guerre. Au début de la guerre, c'est 8-10% des Ukrainiens qui étaient d'accord pour sacrifier ces territoires.
Aujourd'hui, il y a un peu plus de 30% qui sont d'accord, encore que il faut absolument des garanties de sécurité. Parce que si c'est pour sacrifier et derrière n'avoir aucune garantie et avoir le risque de voir tout le territoire du pays subjugué d'une manière ou d'une autre, pas forcément d'une manière militaire à Vladimir Poutine, c'est évidemment un niet très ferme de la part des Ukrainiens. Ils pensent encore pouvoir reconquérir ces territoires par les armes ? Non, je ne crois pas. Je pense que c'est pour ça que cette part des gens qui sont prêts à la concession progresse, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas possible contre la Russie de reconquérir ces territoires. Ils comptent sur la négociation pacifique, etc., ce qui me semble malheureusement aussi peu plausible, compte tenu que pour Poutine, ces territoires, selon la Constitution, c'est inscrit dans la Constitution russe, font partie de la Russie. Le gros sujet, en fait, c'est que la Russie elle a annexé 4 oblasts, sans parler de la Crimée ukrainienne, mais il ne contrôle pas la totalité des territoires. Donc c'est là-dessus, en fait, qu'il y aura l'une des plus grosses tensions dans la négociation. Car si on l'a dit en difficulté, l'armée ukrainienne parvient tout de même à contenir la progression russe. Elle vient même de revendiquer une contre-offensive réussie dans l'est de l'Ukraine, Emmanuel Chaz. Dans la région de Donetsk, la 25e brigade aéroportée affirme avoir repris le contrôle sur le village de Kotline, qui est situé à environ 10 km à l'ouest de Pokrovsk, ville qui est l'un des objectifs majeurs de l'armée russe depuis l'été dernier et réduite en ruine alors qu'elle abritait il y a quelques mois encore près de 60 000 personnes. Alors la reprise de Kotline elle est importante puisque la commune donne accès à la route qui relie Pokrovsk à Dnipro, donc une armée ukrainienne qui tient malgré plus de 5000 assauts russes répertoriés sur l'ensemble de la ligne de front pour ces seules dernières 24 heures. Également dans la région de Donetsk, d'autres avancées de l'armée ukrainienne ont été enregistrées au sud-ouest de Toretsk et à ces avancées sur le terrain qui restent modestes en comparaison des assauts russes, eh bien l'Ukraine elle continue sa campagne de frappe sur le territoire russe. Les dernières ont détruit un système de radar en Crimée occupée. Ce sont également des drones ukrainiens qui se sont abattus sur une raffinerie de pétrole de la ville de Tuapse dans la région de Krasnodar. Tuapse est une plaque tournante majeure pour la logistique militaire russe. Tatiana Kastueva-Jean, les Russes ont davantage intérêt à une trêve qu'ils ne le disent. Certains observateurs pointent l'essoufflement de la Russie au plan humain et matériel, tandis que l'Ukraine pourrait bien, elle, monter en puissance dans les prochains mois. Je ne crois pas. Je pense que, en fait, Vladimir Poutine qu'il peut se permettre de continuer cette guerre pendant quelques mois, à coup sûr, probablement 2-3 ans encore facilement, en faisant le pari que c'est l'Ukraine qui va s'écrouler la première. L'économie russe est résiliente, certes, elle montre plusieurs signes de fragilité, et je ne dirais pas qu'elle tiendra facilement pendant 5 ans et sans problème, mais ce n'est pas du tout demain le jour où elle risque vraiment d'interdire à Vladimir Poutine de continuer la guerre. Idem pour les ressources humaines. On a bien vu que Vladimir Poutine est très inventif, qu'il trouve la force humaine en Corée du Nord, par exemple. D'ailleurs, on ne les voit plus depuis un moment en territoire russe, les Nord-Coréens. Mais il peut toujours, c'est un régime autoritaire et presque dictatorial, et c'est un régime qui peut lancer la grande mobilisation, etc. Je ne pense pas qu'il s'essouffle, et je pense qu'il a les moyens de continuer cette guerre. Reste le changement de ton des Américains, les mots employés récemment par Donald Trump face à Volodymyr Zelensky, un vocabulaire qu'on avait plutôt l'habitude d'entendre du côté du Kremlin, Jules Boiteau. Oui, il semble y avoir de l'écho entre Washington et Moscou. D'abord sur la prétendue agressivité de l'Ukraine et de l'OTAN face à la Russie. En 2022, Donald Trump impute à Kiev la responsabilité du début des combats. Vous n'auriez jamais dû commencer cette guerre, a-t-il affirmé mi-février. Il reprend la rhétorique de Vladimir Poutine qui déclare depuis 2022 agir face aux ambitions impérialistes de l'OTAN. Même parallèle entre les deux discours au sujet de la légitimité du président ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un dictateur sans élection, a dit Donald Trump le 19 février dernier. Le 28 janvier, quelques jours plus tôt seulement, Vladimir Poutine refusait l'idée de négociation de paix avec Volodymyr Zelensky, illégitime selon le chef du Kremlin. Troisième et dernier exemple au sujet de la corruption en Ukraine. Volodymyr Zelensky n'a pas su me dire où était passée la moitié de l'argent qu'on leur avait donné. Donald Trump
prétend que le président ukrainien aurait détourné des milliards de dollars. C'est la même accusation du côté du Kremlin. Ici, en novembre 2023, quand Vladimir Poutine assurait à l'agence d'État russe TASS que le niveau de corruption en Ukraine était inégalé dans le monde entier. Tatiana Castoueva-Jean, voir Washington voter avec Moscou et Pékin au Conseil de sécurité une résolution pour une paix rapide qui ne condamne pas la Russie, pas plus qu'elle ne rappelle l'intangibilité des frontières ukrainiennes. Le vote à l'ONU a été un choc. Oui, cela a été un choc pour les Ukrainiens, bien évidemment. C'est un revirement absolument spectaculaire quand on pense que le principal allié de l'Ukraine, qui fournit non seulement des armes, mais aussi des renseignements, ça c'est extrêmement important, ou les connexions Internet via Starlink, c'est plus qu'important pour l'Ukraine en guerre. Donc évidemment que c'est un choc pour la population ukrainienne, qui du coup se tourne avec beaucoup d'espoir vers l'Europe, en cherchant y trouver un appui et un soutien qui pourrait continuer à l'approvisionner et l'aider à tenir face à la Russie. Ce vote des États-Unis cette semaine à l'ONU, il contredit les espoirs placés le jour même dans la visite d'Emmanuel Macron et ces garanties de sécurité américaine que le président français disait déceler dans la position de Donald Trump. Je ne suis pas certaine que Donald Trump ait cédé quoi que ce soit face à Emmanuel Macron. Mais en effet, je disais, les Ukrainiens placent les espoirs en Européens, mais les Européens ont besoin quand même des États-Unis pour cette garantie en fait en dernière instance, parce qu'il s'agit d'une puissance nucléaire, une puissance qui est capable de fournir des capacités de renseignement, etc. Les Européens en ont besoin. Je ne suis pas certaine que les Européens puissent faire cela tout seuls sans appui des États-Unis. Voilà une mesure, en tout cas, qui touche tout le monde, mais particulièrement l'Ukraine en cette période de guerre. Les coupes de 9/10 des contrats d'aide américains à l'étranger via USAID portent un coup dur aux vétérans ukrainiens. Reportage de Gulliver Krag. À Vinnytsia, dans le centre de l'Ukraine, les employés de ce hub pour les vétérans traversent un moment difficile. Все нормально, фінансування, щось там. Призупинилось зараз. Таке да, да? Я думала, це якісь слухи, то... Та ні. Le centre procure un soutien psychologique, des formations et des conseils aux vétérans et à leurs familles, plus demandeurs que jamais. Depuis l'invasion à grande échelle, de plus en plus de gens ont rejoint l'armée. Du coup, nous en recevons de plus en plus avec de sérieux problèmes, autant parce qu'ils sont juste plus nombreux que parce que souvent ils n'étaient simplement pas mentalement préparés à ce qu'ils allaient voir sur la ligne de front. Je suis si inquiète avec ces nouvelles. Quand mon mari était prisonnier des Russes, je suis venue ici en psychothérapie. Ce centre m'a sauvé la vie. Vraiment, ce ne sont pas que des mots. Et j'en ai toujours besoin aujourd'hui. Il a été libéré, mais il a besoin de réhabilitation. Et c'est vraiment dur de reconstruire des relations familiales après ce que nous avons traversé. À quelques kilomètres de là, un cours de boxe pour ces soldats récemment démobilisés. La boxe requiert de l'énergie et de devoir se concentrer sur l'entraînement. Alors ça permet de se libérer l'esprit, ne serait-ce qu'un court instant. Serhi a quitté l'armée en décembre dernier suite à de multiples blessures. Une personne revient à la vie civile, mais dans la tête, le même film tourne en boucle. Les explosions, les déflagrations, les tirs, les combats. Seul, on ne peut pas se réadapter à la vie civile. C'est pourquoi il nous faut des sessions de sport, des psychothérapeutes et de l'orientation professionnelle aussi. Le gouvernement ukrainien estime qu'une fois la guerre terminée, le pays comptera au moins 5 millions de vétérans, dont la plupart auront besoin d'assistance. Tatiana Castoueva-Jean, l'Ukraine va désormais lier le sort d'une grande partie de son économie aux États-Unis à travers un accord qui vise à exploiter les minerais du sous-sol ukrainien. Compte à y gagner les Ukrainiens. Les Ukrainiens, je pense, cherchent à intéresser les États-Unis, à les rattraper un peu par la manche, eux qui souhaitent se dégager de l'Europe et de cette guerre en Ukraine. Et Volodymyr Zelensky a trouvé, c'est lui qui a en fait avancé cette idée, de proposer les minerais, les ressources naturelles de l'Ukraine en échange des garanties de sécurité. Et donc un accord est sur le point d'être signé. Pour l'instant, il s'agit d'un accord cadre qui ne détaille pas les montants exacts, la répartition exacte.
et qui ne détaille pas malheureusement les garanties non plus de sécurité. Donc on voit très bien ce que peuvent gagner les États-Unis, encore que on ne sait pas exactement ce que valent vraiment ces minerais, combien coûte l'exploitation, parce que ce n'est pas une affaire de demain, c'est une affaire quand même de plusieurs années avant d'arriver à bien les exploiter, tout en sachant qu'il y a une grande partie qui se trouve dans les territoires occupés, contrôlés par la Russie. Et ça ne manque pas de piment, mais Vladimir Poutine a déjà proposé aux Américains de venir exploiter ces ressources ensemble, ce qui validerait de fait cette annexion-là. Et un moyen, en tout cas cet accord, estime Donald Trump, de rembourser les 350 milliards de dollars, selon lui, dépensés par les États-Unis en aide à l'Ukraine ces 3 dernières années. L'Union européenne, elle vient d'annoncer cette semaine une nouvelle aide de 3,5 milliards d'euros à Kiev. Combien dépense réellement chaque pays, Jules Boiteau ? Ce n'est en tout cas pas 350 milliards pour les États-Unis comme l'avance Donald Trump. Selon l'Institut de recherche indépendant Kiel, Washington aurait déboursé depuis 2022 114 milliards d'euros d'aide avec, vous le voyez, près de la moitié en aide militaire et environ l'autre moitié en aide financière. Des dépenses qui placent effectivement les États-Unis bien loin devant les autres dans le classement des pays contributeurs. Mais alors pourquoi Emmanuel Macron a-t-il déclaré récemment lors de sa visite à Washington que les Européens avaient payé 60% de l'aide en Ukraine ? Eh bien parce qu'il cumule l'aide de l'ensemble des États européens en plus de l'aide de l'Union européenne. L'Union européenne a déboursé près de 50 milliards d'euros d'aide puisée dans son budget qui est constitué par les contributions de chaque pays européen. Et ensuite, chaque pays européen contribue individuellement à l'effort de guerre. Vous voyez l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suède ou encore la France. Ce qui fait qu'au total, les Européens ont contribué pour l'équivalent de 132 milliards d'euros d'aide depuis 2022. C'est donc plus que les États-Unis qui ont contribué pour 114 milliards, je vous le rappelle. Et ça, c'est pour le bilan depuis 2022 concernant le prévisionnel, c'est-à-dire l'aide à venir. L'écart devrait considérablement se creuser entre l'Europe et les États-Unis. 115 milliards d'euros ont d'ores et déjà été promis par les Européens, contre seulement 5 milliards pour les États-Unis. Merci Jules, et c'était peut-être qu'un début pour les Européens, car on l'a bien compris, en cas de cessez-le-feu, c'est sur l'Europe que comptent les États-Unis et désormais les Ukrainiens, résignés face au désengagement de Washington. Comment la France, le Royaume-Uni et peut-être d'autres partenaires envisagent de sécuriser la ligne de front. Explication d'Alexandra Lay pour France Télévisions. Quel rôle pour l'Europe en cas de cessez-le-feu ? Au cœur des pourparlers, l'envoi de troupes européennes pour garantir le maintien d'une trêve. Nous, on est prêts, pas à aller sur le front, mais à marquer notre soutien pour nous assurer que la paix est bien préservée. Concrètement, les Ukrainiens sécuriseraient leur ligne de front. Les soldats européens, eux, seraient stationnés plus en retrait, mais bien sur le sol ukrainien, affectés par exemple à la protection des centrales électriques, régulièrement visées. Ou à distance, dans les pays limitrophes tels que la Pologne et la Roumanie, où il existe déjà une base de l'OTAN avec 700 soldats français. De ces pays pourraient être menées des opérations de surveillance aérienne et maritime. Selon les experts, 50 000 à 100 000 militaires européens seraient nécessaires pour être suffisamment dissuasifs. La France et le Royaume-Uni sont les plus enclins à vouloir s'engager. L'Espagne, l'Allemagne ou encore la Pologne se montrent plus frileux. La plupart des Européens n'envisagent aucune action, sans certitude que les États-Unis se tiendront à leur côté en cas de violation du cessez-le-feu par la Russie. Et à travers ces initiatives, l'Europe réaffirme son soutien à l'Ukraine. Pierre Benazet à Bruxelles pour France 24. Les Européens se sont enfin mis en quelque sorte en ordre de bataille. En tout cas, politiquement, ils réaffirment totalement leur soutien à l'Ukraine. De manière très tangible, ils ont adopté lundi le 16e paquet de sanctions envers la Russie, ce qui n'était pas gagné d'avance vu les oppositions possibles en provenance de Hongrie. Ils ont aussi commencé à explorer un autre mode de sanctions en décidant cette semaine de frapper à hauteur de 50% les importations d'engrais en provenance de Russie, de manière à arrêter cette dépendance européenne. Par ailleurs, ils
Ils ont aussi tenu ces 2 réunions qui ont eu lieu à Paris sous l'égide du président de la République française, qui est ensuite allé à Washington pour en présenter le résultat et plaider évidemment pour l'Union européenne. À sa suite est venue à Washington la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, puis le Premier ministre britannique, Keir Starmer. Les Européens, désormais, sont sur une ligne commune. Ils sont prêts à fournir une garantie de sécurité à l'Ukraine, à savoir entre 25 et 40 000 hommes pour une force de maintien de la paix éventuelle. Mais pour cela, il leur faudra une négociation et une solution acceptable. Une solution acceptable, ils vont la définir jeudi prochain, le 6 mars, lors d'un sommet extraordinaire. Tatiana Castueva-Jean, une force de 30 000 hommes, comme l'envisage pour le moment Londres et Paris, c'est très en deçà des 200 000 réclamés par Volodymyr Zelensky. Qui complétera ? Écoutez, je pense qu'il faut savoir quelle est la mission, quel est le cadre de déploiement. Si c'est le long de toute la frontière, évidemment, c'est impossible, c'est largement insuffisant. Si c'est en arrière pour des missions d'observation, etc., c'est complètement autre chose. De toutes les manières, ça ne peut pas intervenir tant qu'il n'y a pas d'accord de paix en bonne et due forme. Et le gros sujet d'interrogation, c'est évidemment la réaction des Russes, qui, à mon avis, risque de faire blocage. Le but pour eux initial, ce n'était pas du tout d'avoir l'Ukraine sécurisée, mais au contraire, l'Ukraine démilitarisée. Finlandisation, disait-il à l'époque. Finlandisation, encore moins avec une Ukraine avec des troupes étrangères sur son sol pour sécuriser l'accord. C'est avant d'ailleurs que la Finlande ne rejoigne l'OTAN, ce qui a changé aussi considérablement la donne. Aujourd'hui, la blague ukrainienne, c'est on veut bien la finlandisation d'aujourd'hui, dans ce sens-là. Des Européens avec ou sans garantie américaine, c'est toute la question qu'on aborde d'ailleurs depuis le début de cette émission. Donald Trump l'a évoqué, pour lui, le filet de sécurité, ce sont ses futurs employés américains ou employés par les Américains sur les exploitations minières ukrainiennes. Ça vous semble une garantie de sécurité, Les optimistes voient dans cet accord que les États-Unis cherchent à signer le cadre large, en fait, de l'engagement américain et évidemment, du coup, de leur état de préparation pour défendre l'Ukraine. Mais tout est incertain. Rien n'est sûr comment les choses sont liées. Moi, je vois 2 choses parallèles qui, pour l'instant, se croisent très peu. D'une part, cette négociation américano-ukrainienne sur les minerais, avec comme garantie de sécurité, si on écoute bien Trump, ce serait aux Européens d'assurer. Et par ailleurs, la négociation sur la paix, où on ne voit pas trop pour l'instant quels sont les contours très précis. On n'est pas encore rentré dans le dur. Donc voilà, il y a 2 axes qui sont parallèles. Et la grande question, comment tout cela, ça va se rejoindre et par quel type d'accord, avec quelles conditions concrètes et précises ce sera signé. C'est peut-être en ce moment, en tout cas, qu'est en train de se jouer l'avenir des territoires ukrainiens annexés par Moscou. La Crimée semble aujourd'hui loin, très loin de Kiev. Pourtant, il y a 10 ans à peine, cette péninsule était bien un territoire ukrainien. Retour sur la prise de contrôle à l'époque par la Russie. Nous sommes en 2014. C'est un reportage de Stéphanie Desjars pour France 3. C'est bien sûr la une du 20h russe. Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, a obtenu cet après-midi le feu vert des parlementaires de la Douma pour une intervention militaire en Ukraine. Nous avons donné l'approbation au président de la Fédération de Russie pour utiliser les forces armées de la Fédération sur le territoire ukrainien jusqu'à la normalisation de la situation politique du pays. Des troupes russes avaient déjà pris position dans les villes de Crimée. Sans confirmation officielle, ces militaires contrôlaient les bâtiments et positions stratégiques depuis quelques jours déjà. Une situation inacceptable pour Kiev, où la rue manifeste sa désapprobation contre cette ingérence, de même que le gouvernement ukrainien tout juste installé. Hier, Barack Obama a été le premier chef d'État étranger à menacer la Russie de représailles. L'ingérence serait une violation des engagements de la Russie à respecter l'indépendance, la souveraineté et les frontières de l'Ukraine et une violation des lois internationales. La décision de lancer les troupes russes en territoire ukrainien est désormais entre les mains seules de Vladimir Poutine. Une intervention qui pourrait provoquer la scission du pays. À Kharkov, dans l'Est, une manifestation de militants russophones a dégénéré. Des heurts avec la police ont fait plusieurs blessés. Tatiana Castueva-Jean, on parlait à l'époque de coup de force de Vladimir Poutine. Si une trêve venait aujourd'hui entériner la ligne de front actuelle, sa politique du fait accompli serait d'une certaine manière validée par la communauté internationale ?
Je ne pense pas que la communauté internationale valide, encore qu'il faut distinguer entre les Occidentaux et ceux qui rejoignent le camp occidental, comme pour les sanctions, et ce qu'on appelle improprement le Sud global et les autres, pour qui ce conflit parfois paraît un peu loin et quelque chose qui occupe vraiment les intérêts de l'hémisphère nord. Oui. Mais en effet, ce qui est dangereux dans l'histoire, c'est que c'est la violation du droit international qui peut créer des adeptes. Et il ne faut pas oublier que, par exemple, l'Azerbaïdjan fait exactement la même chose en imposant par la force un état de fait que les autres n'ont qu'à entériner. Si on se met au Karabakh, pardon, oui. dans son opposition oui. À l'Arménie, où l'accord de paix n'est toujours pas signé. Donc c'est quand même extrêmement dangereux. Oui. Tout le monde peut du coup, une puissance plus forte peut aller conquérir les puissances faibles en mettant les autres, la communauté internationale, et si on utilise ce terme, devant le fait accompli. Ça crée un précédent pour l'Europe notamment qui, comme le dit le Danemark, pourrait être dans le viseur du Kremlin dans les 5 prochaines années. Écoutez, pour l'instant, ça paraît être assez irréaliste. On voit bien que la Russie est enlisée en Ukraine, qu'en 3 ans, il n'a pas réussi à vaincre ce pays qui n'est pas une puissance nucléaire, etc. Donc, c'est une chose aussi d'aller attaquer un pays, c'en est une autre de garder le contrôle. Mais je pense que le Kremlin peut plutôt travailler plus sur, d'une manière ou d'une autre, créer, de saper l'unité déjà de la communauté. La guerre asymétrique. Voilà, la guerre asymétrique. Guerre hybride. La corruption des gouvernements, etc., pour arriver à des modèles, des gouvernements amicaux comme en Géorgie actuellement. Merci beaucoup, Tatiana Castoué-Vajan, spécialiste des politiques intérieures et étrangères russes. Je rappelle que vous dirigez le Centre Russie Nouveaux États indépendants à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Merci d'avoir été avec nous cette semaine dans Le Monde dans tous ces États. Merci à vous d'avoir suivi notre émission, une émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet france24.com et bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Monde dans tous ces États.